Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. À Kinshasa, l'opposition suspend sa participation au dialogue national. Elle exige une garantie que la présidentielle ait lieu avant tout autre scrutin. Le dialogue est censé sortir le pays d'une profonde crise déclenchée par le report plus que probable de cette présidentielle. Et puis nous irons au Gabon. Le pays tout entier est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral après la présidentielle. Un reportage à Port-Gentil, la capitale économique du pays. Les stigmates des violences sont encore très présentes. Nos envoyés spéciaux sont rendus dans cette ville réputée frondeuse. Bonne fête à tous ceux qui célèbrent l'Aïd ou encore la Tabaski, la fête du sacrifice, un moment de prière, de bénédiction et de partage, malgré l'insécurité liée aux crises politiques ou aux menaces terroristes sur le continent. On commence donc par ce premier accroc lors du dialogue national en RDC, 12 jours après son ouverture, alors que la majeure partie de l'opposition boycotte ces débats. Voilà que les opposants qui avaient accepté de prendre part aux discussions ont suspendu leur participation. Thomas Nicolon nous en explique les raisons à Kinshasa. Jusqu'à présent, le dialogue national congolais s'était déroulé sans accroc, dans une ambiance plutôt conviviale. Mais aujourd'hui, c'est toute la délégation de l'opposition qui a décidé de suspendre sa participation au dialogue pour une raison très simple. Cette opposition veut la garantie que l'élection présidentielle sera tenue en priorité, c'est-à-dire avant les élections locales. Commencer par les locales pour terminer par la présidentielle. Dans un pays où il y a des groupements fictifs, nous sommes partis pour 2021. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons dit non. Nous allons donc aggraver la crise dans notre pays. Et nous pensons que nos amis de la majorité ont compris que nous ne sommes pas de mauvaise foi, mais seulement ils ont voulu nous prendre par surprise, mais nous ne sommes pas des petits-enfants non plus. Nous allons faire respecter la Constitution, dans son esprit et dans sa lettre. Du côté du gouvernement, pas d'inquiétude particulière. Le porte-parole de la délégation de la majorité, Léonard Ché Okitundu, est extrêmement confiant. Il décrit cette initiative de l'opposition comme une tactique de négociation, ni plus ni moins. Et il souligne que le facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, va enfin rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il va devoir faciliter et rassembler tout le monde autour de la table des négociations. Et les Gabonais attendent avec appréhension la décision de la Cour constitutionnelle. Elle doit se prononcer sur les recours de l'opposant Jean Ping qui conteste la réélection d'Ali Bongo. L'annonce de la victoire du président sortant avait provoqué une flambée de violence dans le pays. Port-Gentil, le poumon économique, n'a pas été épargné. Nos envoyés spéciaux Marcel Amoko et Zigoto Tchaya se sont rendus dans cette ville réputée frondeuse. Regardez leur reportage. Des carcasses calcinées devant une cible partiellement partie en fumée. La mairie du 3e arrondissement de Port-Gentil, dirigée par le parti du président Ali Bongo, un bâtiment attaqué dès l'annonce de la réélection du président sortant lors des émeutes post-électorales qui ont enflammé la capitale économique gabonaise, un bastion de l'opposition. En première ligne depuis 2 semaines pour assurer la sécurité de la ville, le gouverneur de la province, Martin Bogikouma, ce matin, premier arrêt de sa tournée d'inspection dans l'un des plus importants marchés de la ville. Ça va bien. Ça va bien. Dieu merci, ça va. Voilà. Ici, des étals incendiés détenus en majorité par des commerçants étrangers qui ont tout perdu. Des dégâts matériels importants, mais à Port-Gentil, officiellement, pas de morts recensés lors de ces émeutes. Ce que nous déplorons au niveau de Port-Gentil, ce sont des blessés, aussi bien du côté des assaillants que du côté des forces de l'ordre. En termes de morts, Port-Gentil n'a pas enregistré de morts. La rumeur en ville fait pourtant état de plusieurs morts, un bilan non attesté par des observateurs crédibles et indépendants. Dans les rues, retour à la normale, comme ici au marché Grand Village, un soulagement pour ce commerçant libanais installé au Gabon depuis 26 ans qui a vécu les troubles beaucoup plus violents après la présidentielle de 2009. En 2009, il y a eu beaucoup de casses, mais cette fois-ci, c'était calme. Comme vous voyez, Grand Village n'a même pas été touché, tout est normal, la route est pleine du monde, il y a l'embouteillage même dehors et tout ça. Quelques kilomètres plus loin, Océan, un quartier de la contestation anti-Bongo, un des théâtres d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre il y a 12 jours. Depuis les émeutes, un calme précaire et un sentiment de ras-le-bol règnent dans ce fief de l'opposition. Les populations d'ici en ont marre. Je ne peux pas vous mentir. Ici, vous allez parcourir ce quartier en long, en large, vous ne reverrez aucune fontaine publique.
Port-Gentil, capitale économique et poumon pétrolier du Gabon, épicentre des violences post-électorales de 2009, a été moins touché cette fois-ci, mais une certaine psychose reste perceptible en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. Au Gabon, où le chef de l'État s'est converti à l'islam, comme ailleurs en Afrique, les musulmans du continent ont célébré l'Aïd, la fête du sacrifice, également appelée la Tabaski en Afrique de l'Ouest. Un tour d'horizon signé Nicolas Germain. Les fouilles sont rigoureuses à l'entrée de la grande mosquée Hassan II de Libreville. Le président Ali Bongo vient prier ici en pleine crise politique. L'annonce de sa victoire à la présidentielle fin août a provoqué des violences et l'opposition a déposé un recours. Aujourd'hui, nous prions pour la paix. La paix est le bien le plus important et c'est ce que j'ai fait, j'ai prié pour la paix. En raison des tensions, il y a moins de monde que d'habitude pour la prière de la Tabaski. On est content de vivre notre fête. Malgré que c'est dur et tous ces boucans-là, on remet tout dans la main de Dieu et on va profiter ces jours à prier aussi pour le pays. Comme Ali Bongo, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a lui aussi participé à la Tabaski. Lors de son prêche, l'imam a rejeté le groupe djihadiste Boko Haram qui a mené plusieurs attaques au Niger. Pour le ministre de l'Intérieur, la menace d'attentat est réelle. Il est important que chaque citoyen soit vigilant. Au moindre soupçon, les forces de sécurité doivent être aussitôt alertées. L'ambiance était moins sécuritaire à Dakar où de plus en plus de Sénégalais n'achètent plus leurs moutons de la Tabaski en espèces. Le paiement se fait par un transfert d'argent virtuel d'un téléphone portable à un autre. À pareil événement, donc il y a les voleurs, il y a les agresseurs, il y a les pickpockets. Donc pour plus de sécurité, on préfère mettre son argent dans un compte Orange Money, choisir son mouton et payer par ce procès. D'après le gouvernement, quelques 700 000 moutons ont été achetés pour cette Tabaski. Comme il n'y en avait pas assez au Sénégal, des vendeurs en ont importé notamment de Mauritanie et du Mali. En Afrique du Sud, les opérations ont repris pour tenter de secourir des mineurs piégés sous terre depuis mercredi dernier près de Johannesburg. Elles avaient été interrompues dimanche soir en raison d'un incendie. L'accident s'est produit dans la plus vieille mine d'or du pays, mine désaffectée mais où de nombreux mineurs continuent à creuser de manière illégale. Selon des survivants, il resterait 16 mineurs au fond de la mine et certains seraient déjà morts. Puis en Afrique du Sud, toujours, le président Jacob Zuma a annoncé aujourd'hui avoir remboursé à l'État près de 500 000 € d'argent public, de l'argent dépensé pour des travaux d'aménagement, notamment une piscine et un poulailler dans sa résidence privée de Nkandla. Ce remboursement avait été ordonné en mars dernier par la Cour constitutionnelle. L'affaire avait provoqué un énorme scandale dans le pays, symbolisant pour certains la corruption généralisée de l'ANC, le parti au pouvoir depuis 22 ans. Quand les acteurs américains se mêlent de corruption africaine et de géopolitique, George Clooney est coutumier du fait. Il s'intéresse une fois encore au Soudan du Sud. Mais après avoir longtemps soutenu les leaders de ce tout jeune pays, il brosse cette fois un tableau dramatique, les accusant dans un rapport de s'enrichir grâce à la guerre. Un rapport qu'il a présenté à la presse à Washington. Gallagher Fenwick. Les moyens technologiques, notamment Internet, satellites, employés par l'organisation non gouvernementale The Sentry, la Sentinelle, sont impressionnants. L'objectif, c'est de repérer, répertorier les flux financiers qui alimentent la guerre civile au Sud-Soudan et qui remplissent les coffres de ceux qui y participent, à savoir le président Salva Kiir ou encore Riek Machar. Le projet est porté par des personnalités de premier plan, notamment l'acteur américain George Clooney, qui s'est longtemps concentré sur les agissements du voisin au nord, à savoir le président Omar el-Béchir, mais qui reconnaît désormais bien que certaines des personnes qu'il a soutenues au Sud-Soudan par le passé sont aujourd'hui coupables de crimes très graves. Le Sud-Soudan n'était pas notre première cible. À l'origine, nous nous intéressions à Omar el-Béchir. On avait décidé que si on n'y arrivait pas avec les images satellites et avec les autres moyens que nous avions utilisés, alors nous allions nous en prendre à son argent, à leur argent. Entre-temps, le Sud-Soudan a explosé. On a dû porter un regard honnête sur ceux qui étaient impliqués, y compris des gens que nous connaissons. Nous avons dû reconnaître les faits, ce qu'il s'y passe, et présenter ces faits au public dans l'espoir que les choses bougent.
Un projet bien intentionné donc, mais avec peu d'impact concret sur le terrain. Pour le moment, l'acteur américain George Clooney a expliqué qu'il va rencontrer le président Obama et des membres de son administration pour leur présenter les résultats de cette enquête en espérant qu'ils agissent et vite. Et voilà, c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. Billet retour, présenté par Mélissa Bell. Mai 1966. Avec la révolution culturelle, Mao déclare la guerre à toute idéologie bourgeoise. Autodafé, humiliation, massacre, les gardes rouges font régner la terreur au nom du maoïsme. Il faudra la mort de Mao pour mettre fin à cette décennie de fanatisme politique qui a fait des millions de victimes. Cette période sombre de l'histoire contemporaine chinoise est aujourd'hui encore passée sous silence. On préfère célébrer le grand timonier comme un héros que de parler des crimes commis en son nom. France 24 revient sur cette plaie restée ouverte depuis 40 ans. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.